On le rejoint alors qu'il profite de moments de vacances pleinement mérités après une autre saison à la tête de la Fédération internationale de hockey sur glace. Il est natif de Trois-Rivières, mais a la nationalité française. Il habite sur la Côte d'Azur, le chanceux, depuis plus de 40 ans maintenant. Luc Tardif est avec nous. Monsieur Tardif, les occasions sont rarissimes. Merci d'accepter. Comment allez-vous? Très bien. En vacances, on est bien. Oui, mais sur la Côte d'Azur en plus. Il n'y a rien de trop beau. C'est parfait, ça, non? Oui, il y a pire. Et puis en plus, beau soleil. On arrive du nord où la température n'était pas elle est très différente. Mais bon, on n'était pas là pour bronzer, on était là pour organiser un tournoi de hockey, hein. Quel bilan vous dressez de la dernière campagne de façon générale à la tête de la Fédération internationale de hockey sur glace et plus succinctement du dernier championnat du monde de hockey senior disputé en Suède? Oh, très bien. Déjà, je veux dire, notre période après Covid, déjà, à Prague, c'était un fantastique succès. On a battu tous les records. Donc, on avait eu en 2013 un tournoi un peu mitigé en Suède. On était pas inquiets, mais on était vigilants et bah, le public était au rendez-vous. Donc, on a eu des bonnes assistances. Et il faut dire que le spectacle était bon. On avait beaucoup de vedettes, de bons joueurs et on a eu vraiment une compétition palpitante avec un final vraiment top, hein. Oui, en prolongation, comme du reste lors de la finale de la confrontation des quatre nations. Est-ce que vous avez aimé ce spectacle présenté et promu par la Ligue nationale de hockey? Nouvelle mouture de compétition des quatre nations. C'est certain que vous avez regardé ça, du moins du coin de l'œil. Vous en avez pensé quoi? J'ai suivi de loin, hein, j'ai suivi de loin, puis bon, il y avait un contexte politique un peu, comment dire, spécial, mais bon, c'est pas surprenant quand tu as les meilleurs joueurs dans une équipe, on a une compétition qui est du même niveau, puis c'est un peu ce qu'on a vu aussi à Stockholm, hein. Justement, quand il y a eu là, ce rififi, ces bagarres en début de match comme ça, du hockey comme on l'aime de notre côté ici en Amérique, mais qu'on semble aimer beaucoup moins sur la scène internationale. Comment vous avez réagi à tout ça? Bah, on n'a pas très l'habitude parce que c'est plutôt des scènes de football, hein, de soccer, comme on dit ici. Bon, on n'est pas nécessairement habitué, mais c'est un contexte auquel on n'a jamais assisté. Je veux dire, donc il y a toujours de la rivalité entre le Canada et les États-Unis, mais là, on était dans un contexte politique. Donc, bon, moi, ce que j'espère, c'est on était vigilants aussi quand les Américains vont jouer comment dire, au Danemark, et quand on a vu. Comment comment dire? Les discussions à propos du Groenland, mais bon, il y a pas eu de débordement, ils ont été sifflés un peu, le premier match, puis en plus, ensuite le hockey a repris son cours et ça s'est passé normalement dans toutes les patinoires et c'est bien. Mmh. Bon, sortons l'éléphant de la pièce, si vous permettez. Le Comité international olympique a tranché. Pas de Russie, pas de Bélarus également en vue des Jeux olympiques dans moins d'un an maintenant en Italie. Quelle a été votre réaction par rapport à tout ça? Bah, de toute façon, on avait, nous, poussé quand même le CIO à prendre une décision, peu importe laquelle. On avait fait calendrier avec les Russes, sans les Russes, et on avait fait la constitution des groupes. Mais là, on était à 10 mois des championnats du monde, et là, ça posait des problèmes d'organisation, de logistique. Ça veut dire les équipes ne savaient pas quand ils jouaient, il n'y avait pas de calendrier. Ça veut dire que quelque part, les parents, les organisations ne peuvent pas acheter de billets pour les sponsors, pour leur famille, puis pour, ben, globalement, et n'ayant pas de vision. Pour le comité d'organisation, c'était un cauchemar parce que, comment dire, vendre les billets au dernier moment. Donc, il y avait vraiment une décision à prendre et nous, on a poussé quand même un peu en disant que quand même comment dire, tous les participants souhaitaient vraiment clarifier la situation. Donc, bon, ils ont finalement demandé de leur envoyer un calendrier ben, sans les Russes. Donc, la décision avait été prise. Bon,
si elle avait été prise un peu plus longtemps, un peu plus en avant, ça nous aurait bien arrangé. Mais il faut dire aussi que le CIO était dans une période de transition avec un passage d'un président à une présidente au 23 juin. Et bon, comment dire, mais c'était pas possible d'attendre plus longtemps. Très bien, mais en même temps, si la guerre en Ukraine et en Russie devait se terminer demain matin, est-ce qu'il y aurait une possibilité de renversement de cette décision-là, à votre avis? Non, mais en même temps, je veux dire, comment elle va se terminer? C'est une autre chose aussi. Si, quand même quelque part, heu comment dire? Un un accord qui se fait au détriment d'un ou l'autre, c'est comment dire? Je pense pas que ça va, calmer un peu toutes les distensions qu'il y a entre, les opposants. Donc, bon, on est dans notre organisation pour enfin, pour, les jeux olympiques en 2024 et on espère que, comment dire? Comment dire? L'esprit olympique va, triompher. Mmh. Bon, bien, dans le même esprit, là, et vous avez abordé la question d'ailleurs un peu plus tôt dans l'entretien. C'est une projection excessivement négative, j'en conviens, mais on doit la regarder ensemble avec cette lunette un peu plus franche. Si les États-Unis décidaient de mettre la menace à exécution et de prendre le Groenland ou, disons, le Canada, mais de force plus que de gré, et que la guerre devait éclater entre notre nation et la nation américaine ou entre les États-Unis et le Danemark pour ce qui est du Groenland, est-ce que ça veut dire que les États-Unis seraient unilatéralement exclus des compétitions internationales? Là, je veux dire, on apprend à s'adapter depuis depuis le début de mon mandat entre la guerre en Israël, parce qu'on pense que la guerre en Israël n'a pas d'impact sur le hockey international. Elle en a parce qu'ils jouent, il y a 5 équipes qui jouent au niveau international. Puis maintenant aussi, ben, on a, malheureusement des conflits un peu partout. Il y a pas que le hockey, hein, qui en souffre, toutes les présidents de fédérations internationales, c'est un casse-tête et effectivement, c'est une bonne question. C'est-à-dire, on n'a pas banni les États-Unis quand ils sont arrivés en Irak, mais je pense que maintenant le contexte a changé et avant tout, ce qui prime, c'est la sécurité de la compétition elle-même, puis des acteurs de la compétition et quand je dis ça, c'est y compris les Russes et les Bélarusses, hein, si un jour ils reviennent, dans la compétition. Donc, est-ce que c'est réuni? Nous, on a décidé, au mois de février que les Russes et les Bélarusses, c'était trop tôt pour les réintégrer dans le contexte européen parce que la plupart des championnats du monde se jouent en Europe, hein, donc c'est un peu plus sensible, comme, mais nous, on a décidé que, 2026, en Suisse, ils ne joueraient pas et on va prendre une décision en février 2026 pour les championnats du monde en Allemagne en 2027. On essaye de on donne une chance à la paix, mais comment dire, malheureusement, on est obligé de reconduire notre décision. Donc, ils ne seront pas en Suisse en 2027. Intéressant. Bon, maintenant, je sais qu'à chaque fois qu'on a l'occasion de bavarder ensemble, je vous ramène cette question qui, pour moi, est névralgique de notre côté de la planète, ici en Amérique. Le positionnement du championnat du monde de hockey senior masculin au mois de mai, alors que les séries de la Ligue nationale de hockey battent leur plein, ce qui prive certaines nations, Canada et États-Unis notamment, de leurs meilleurs éléments. On doit rafistoler des alignements en dernière seconde et souvent, ça ne donne pas les résultats escomptés. Ça crée un déséquilibre des forces également sur place. Je vous en parle à chaque fois, mais pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une chance ou une perspective de déplacer ce championnat du mois de mai vers le mois de septembre, alors que c'est le mois zéro des activités de la saison de la Ligue nationale de hockey? Je sais que c'est en milieu de championnat pour les grandes ligues européennes, mais il y a cette culture qui permet au soccer de stopper un championnat de saison pour une rencontre et une sélection nationale, pour une rencontre internationale. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Il me semble que la vitrine serait extraordinaire pour la Ligue nationale de hockey, mais aussi pour la Fédération internationale de hockey sur glace, non? On a, comment dire, premièrement, ce qui est important de savoir,
c'est qu'on a un engagement jusqu'en 2034 avec comment dire, un partenaire marketing pour organiser ces championnats du monde-là en mai. Bon, donc, je veux dire, c'est sortir de ce contrat et sortir de ce contrat, je vais vous donner juste l'heure juste. C'est un contrat où notre championnat du monde au mois d'avril, non, au mois de mai, donc, ben, nous amène 40 millions par année. Ces 40 millions, on est non à but lucratif. Nous, on n'a pas d'actionnaire comment dire, à satisfaire. L'argent permet d'organiser les 34 championnats du monde et toutes nos activités de développement. C'est-à-dire, si ces championnats du monde ne nous permettaient pas financièrement d'organiser les championnats du monde féminin qui ne sont pas encore rentables, les championnats des U féminins U18, les U20, les U18 garçons et toutes les divisions inférieures, c'est-à-dire ouais, 34 championnats du monde, ben, si on ne pouvait pas faire ça, qui le ferait? C'est pas les ligues professionnelles, que ce soit la NHL, la KHL ou même les ligues européennes. Et nous, on a positionné ce contrat et on a l'habitude de respecter les contrats. Mais est-ce que vous ne croyez pas que le fameux 40 millions de dollars pourrait être au rendez-vous également en septembre? C'est le même argent, on décale de mai à septembre. L'engagement vous mettrait en péril? Est-ce que c'est ce que j'entends? Ben, c'est-à-dire, on a dans le contrat, je veux dire, on a une comment dire, on a eu un temps. Par exemple, les filles, ça doit être fait en avril. Donc, c'est bien écrit noir sur blanc les dates dans lesquelles on doit s'inscrire. Donc, une renégociation du contrat. Quand on sait que ce contrat, il a été signé avant le COVID et avant la guerre en Ukraine, on n'a vraiment pas intérêt à ouvrir une négociation et de garder ce contrat-là. Par contre, je veux dire, on peut à long terme envisager des choses. Mais là-dessus, il faut être des partenaires à part égale, c'est-à-dire faire en sorte qu'à partir du moment où on vient sur le terrain européen, ben, je veux dire, on essaie de trouver un accord, je veux dire, pour que ça soit 1 plus 1, ça fasse 3, et qu'on mette tous nos efforts ensemble. Et quand on vient au mois de février, les championnats européens, qui sont des championnats professionnels, hein, la Ligue suisse, ils ont une équipe ou deux avec des budgets plus gros qu'Arizona ou Anaheim. Donc, c'est des hommes d'affaires. Hein. Laisser leurs joueurs juste avant les playoffs pour une compétition, pour le bénéfice de la Ligue nationale et de la NHLPA, ça c'est, comment dire, vous allez comprendre que c'est un petit peu plus complexe que, comment dire, c'est très complexe. Hein. Ouais, ça prendrait énormément d'hommes de bonne volonté. Pas qu'on en manque, mais oui, finalement, on en manque peut-être un peu. Dites-moi, candidature pour le championnat du monde de hockey senior comme celle de Québec. La dernière fois, c'était en 2008. Ça a été un succès colossal et pourtant, beaucoup de choses ont changé depuis. Le vieux Colisée n'existe plus. On a un centre Vidéotron à la fine pointe, feutré, un édifice magnifique. On a même un deuxième équipement de moindre envergure, mais tout aussi confortable, le Colisée Vidéotron à Trois-Rivières. Ces deux buildings pourraient être deux pôles extraordinaires pour recevoir le championnat du monde de hockey senior. Vous êtes un natif de Trois-Rivières en plus. Vous avez visité ces deux édifices, NEC plus Ultra. Je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas présenter une candidature conjointe. Et il y a quelque chose qui me dit qu'on ne rencontrerait pas beaucoup d'objections de votre côté, en tout cas, M. Tardif. Ah ben, un championnat du monde à Québec parce que là, on est rendu 2019 en Slovaquie et 2020 et ça va être l'année prochaine qu'on va avoir. Ben, vous n'avez pas besoin de, je pense, de convaincre. Vous prêchez un convaincu là. Mais je pense que, comment dire, vous allez avoir bientôt de bonnes nouvelles en ce qui concerne Québec et même peut-être Trois-Rivières. Donc, je laisse. Le 4 juin, Hockey Canada va lancer, comment dire, va officiellement lancer son programme pour les 4 prochaines années. Là. Donc, vous écouterez ça attentivement. Mm. Donc, pour mieux apprendre que le championnat du monde de hockey senior revient en hauteur, est-ce que c'est ce que je dois lire entre les lignes actuellement? Là? Le championnat du monde senior, c'est autre chose, là, parce que, comment dire, moi, je pense que justement, la Ligue nationale, euh,
souhaite. C'est pour ça qu'il doit avoir un agrément quelque part pour pas que ça se passe en Amérique du Nord, pas compétitionner comment dire, les séries de la Coupe Stanley. Et c'est pour ça que nous, en février, chez nous, ben, on voudrait quand même le même respect par rapport à notre championnat du monde. Donc là, on est en pleine discussion. Donc, j'en dis pas plus parce que si proche, si loin. Mm. Monsieur Tardif, merci infiniment d'avoir pris le temps pour nous. C'est franchement instructif, transparent, limpide, clair. Je vous laisse regagner votre table au restaurant avec votre charmante épouse. Merci encore d'avoir pris le temps. Bonne continuation et à très bientôt.